I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, bass. Bienvenue à tous, J-3 avant le sommet de la CEDEAO, mais nos PME justement, où sont-elles? Où vont-elles? Sommet crucial, vous le savez, où le Maroc doit, sans surprise, intégrer la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Alors quel défi pour les sociétés marocaines avec cette intégration? Il y aura des facilités, un passeport africain, des barrières douanières qui vont progressivement s'enlever, une zone de 350 millions de consommateurs. Mais en dehors des grandes entreprises, nos PME sont-elles vraiment bien armées et bien guidées? Quel défi à venir en matière d'intelligence économique? C'est le premier sujet des décodeurs atlantiques. Vos décodeurs ce matin, Amine Diori, bonjour. Bonjour Landry. Responsable PME chez Inforisque. Mehdi El Fakir également avec nous ce matin, bonjour. Bonjour Landry. Économiste, consultant en stratégie et risque management. En deuxième partie d'émission, nous verrons comment renforcer le secteur privé au Maroc. Il faut déverrouiller les entraves à l'investissement dans des secteurs comme la santé ou l'éducation. C'est le message porté par la Banque européenne d'investissement lors d'un forum sur le développement du secteur privé au Royaume. BAM et CGEM y participer. L'État doit donc se désengager de 4 secteurs et laisser plus d'initiatives au privé, l'éducation, la santé, mais aussi le transport et l'énergie. Pourquoi? Quelles conséquences et quelles opportunités? Quels risques? C'est ce que nous verrons à partir de 9h45. Vos questions, vos réactions sur la page Facebook de l'émission ou bien sur Twitter avec le hashtag LDA. C'est parti. L'heure approche, le compteur tourne, nous y sommes pratiquement, nous sommes à J-3 du sommet de la CEDEAO. Avant d'entamer le dur du sujet sur les défis pour les PME et notamment en matière d'intelligence économique, Mehdi El Fakir, Amine Diori, c'est bon, vous y croyez, c'est fait, le Maroc va intégrer, c'est sûr, la CEDEAO? Mehdi El Fakir. Sur le plan institutionnel, il ne devrait pas y avoir d'obstacles pour y adhérer. Il y a eu des voix qui se sont élevées au Nigeria, au Sénégal notamment, de la part de l'opposition, même si au Nigeria, c'est le ministre des Affaires étrangères qui est un peu au ton. Oui, par la suite, il a été amené à faire une petite déclaration rectificative où il a essayé un petit peu de parler du côté procédural de cette adhésion plutôt que du principe de l'adhésion. Mais aujourd'hui, j'estime personnellement que sur le plan institutionnel, le Maroc il a marqué vraiment beaucoup de points. En retournant à l'Union africaine, la dernière, je dirais, participation exceptionnelle au niveau du sommet d'Abidjan, je crois qu'il ne devrait pas y avoir d'obstacle pour y aller. Amine Diori, pareil? Oui, mais pas pareil. Je pense effectivement que le Maroc a pas mal d'alliés effectivement par rapport à son adhésion. Les voix qui se font entendre actuellement ne vont pas entraver cette adhésion. Pour moi, c'est quelque chose de quasi fait. Oui, c'est vrai que même au sein de l'opposition au Sénégal, on a eu des mots assez durs vis-à-vis de l'intégration du Maroc, mais de toute façon, c'est l'opposition, c'est pas le Sénégal lui-même. Bon, les PME marocaines, elles sont plutôt bien implantées en Afrique. Ça commence, en tout cas, il y a un élan, mais il reste encore beaucoup de défis à faire, notamment en matière d'intelligence économique. S'il y avait le défi prioritaire à faire pour ces PME marocaines, pour les aider, les guider au sein de l'Afrique, Amine Diori, ça serait lesquels? Alors juste une petite rectification pour commencer. La PME marocaine aujourd'hui a beaucoup de mal à s'exporter vers l'Afrique. Elle a des envies. Il y a une étude de Mazars CGEM qui a été publiée il y a quelques jours, qui disait qu'aujourd'hui, sur un échantillon de 200 entreprises interrogées, plus de 92% avaient l'envie d'exporter vers l'Afrique dans un horizon de 12 mois. Donc il y a cette forte envie maintenant. C'est aussi une question de moyens. C'est une question aussi de le marché africain. L'Afrique de manière générale est un continent qui pose beaucoup de problèmes en matière d'intelligence économique. C'est-à-dire que c'est un continent qui fonctionne sur le côté réseau humain. L'information est très dure à trouver, les sources d'information sont très difficiles à trouver, et nous, en tant que spécialistes de la collecte d'informations, on sait de quoi on parle, parce que c'est vraiment difficile d'identifier et de trouver la bonne information. Et puis surtout, il y a un autre problème qui lie tout ça, c'est aussi l'accès difficile aux moyens de communication. Ouais. Je parle notamment des télécoms qui coûtent très cher, l'internet, le faible taux de pénétration. Tout ça fait que
L'intelligence économique enfin, il faut prendre les particularités de l'Afrique pour justement adresser ce continent. Maintenant, concernant la PME, alors comme je le disais, il y a des problématiques spécifiques, notamment de financement. Alors financer quoi ? Financer notamment tout ce qui est prospection, tout ce qui est marketing, tout ce qui est développement commercial. C'est effectivement quelque chose de très difficile. Je viens de dire à l'instant que la principale difficulté, c'est justement de se constituer un réseau humain. Donc voilà, il faut des ressources pour aller sur place pour se constituer ce réseau. On va en reparler bien sûr en détail. En tout cas, il y a quand même des barrières qui vont se lever là, avec cette adhésion à la CEDEAO, des facilités qui vont se faire pour ces PME marocaines tentées par l'aventure africaine, du moins dans le cadre des pays membres de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Mehdi El Fakir. Absolument. Là, je dirais un petit peu le premier gain, ça va être la liberté de circulation des personnes, des biens et des capitaux au niveau des pays. Donc la levée des barrières douanières devrait permettre un avantage concurrentiel comparatif qui est énorme pour l'entreprise marocaine. N'oublions pas qu'aujourd'hui au Maroc, la seule relation commerciale internationale qui est en faveur du Maroc, c'est la relation avec ces pays africains. Donc aujourd'hui pour le Maroc, c'est un choix qui est vital et stratégique, et la PME gagnerait bien sûr à s'exporter, notamment dans un contexte malheureusement de récession où la PME marocaine a du mal aujourd'hui à satisfaire entre parenthèses le marché local, soit que ce marché n'est plus je dirais ne présente plus le même intérêt, le même potentiel, soit qu'il y ait un souci au niveau de cette PME qui devrait se restructurer. Donc s'orienter vers l'export devrait permettre à cette PME de se poser les bonnes questions, de se remettre en question, et puis surtout de cibler des marchés à forte marge et qui devraient leur permettre à terme de se positionner comme étant vraiment une entreprise de choix. Aujourd'hui, essayer un petit peu de ignorer ou de ne pas, je dirais, s'exporter, c'est une erreur qui est fatale. Comme l'a dit Sipiensi Amin, il y a aujourd'hui des barrières, certes. Le rôle de l'exécutif, il est primordial pour donner l'appétit, pour donner goût à cette entreprise pour s'exporter. Mais on attend un ministère délégué aux affaires africaines. Absolument, mais ça fait 50 jours aujourd'hui qu'il y a eu le séisme politique. Absolument. On attend toujours le remaniement. Absolument, mais est-ce que ce ministère va être uniquement chargé des affaires, je dirais, des affaires étrangères? Je dirais un petit peu, c'est des affaires étrangères bis, ou il va effectivement prendre part à l'effort du branding du Maroc. Est-ce qu'on va vendre le Maroc en tant qu'État, en tant qu'institution, avec S, ou nous allons vendre le Maroc en tant qu'entreprise, en tant qu'exportateur et un opérateur économique? Amin Diouri, est-ce qu'on va avoir un véritable souffle et une véritable envie des entreprises marocaines, des PME notamment, dès le début de l'année 2018, après cette intégration de la CEDEAO, à conquérir l'Afrique, ou on va rester quand même modéré, selon vous? Alors, cette volonté, il faut bien distinguer. La volonté, elle est là. Les entreprises marocaines, je parlais des chiffres d'une étude qui montrent que l'envie est là. Maintenant, il y a toujours ces problématiques qui existent. Alors, il y a un problème de taille pour la PME, il faut être clair. C'est pour ça qu'il y a des programmes, par exemple celui de Maroc Export, qui est le programme des consortiums marocains, qui favorise le regroupement d'entreprises qui veulent exporter par consortium, justement pour avoir une taille critique et pour pouvoir ensuite s'exporter plus facilement. Alors là, on a le 15 décembre, dans 48 heures, Maroc Export qui va être sous un même flambeau, l'AMDE, l'Agence marocaine des investissements et de l'exportation. Ça, c'est un changement de taille. Exactement. Et puis c'est un outil majeur en matière d'intelligence économique, notamment vers l'Afrique. Ce sera effectivement un organisme qui sera doté de moyens, qui aura une vision claire sur les objectifs, qui définira les priorités en matière d'exportation, quels sont les besoins, les problématiques par lesquelles il faudra répondre. C'est effectivement un point très très important. Donc l'AMDE qui va regrouper, on le rappelle, l'ancien AMDI, plus Maroc Export et l'office d'échange, l'office des foires et expositions, pardon. Ouais, ça, c'est un changement de taille. L'AMDE pourra piloter justement cet élan marocain vers l'Afrique, Mehdi El Fakir? Pour moi, c'est un changement de taille qui était nécessaire dans la mesure où nous nous inscrivons aujourd'hui dans une refonte de notre modèle économique souhaité par Sa Majesté lors de le discours royal de l'ouverture du Parlement le 13 octobre. Donc, lorsqu'il y a lieu de penser cette refonte avec des institutions qui sont isolées,
les unes de l'autre, alors qu'ils réalisent le même objectif. Ça faisait double emploi, c'était une capacité de réaction qui était limitée. Et puis aujourd'hui, il y avait une complémentarité terrible, mais il fallait toujours que l'un attend l'autre. Donc aujourd'hui, en fusionnant ces trois entités dans une seule entité, dans une seule institution, et il me semble qu'aujourd'hui l'État il est en train tout simplement de, soigner le côté institutionnel de sa politique tendant de faire émerger le Maroc, de faire le Maroc un pays émergent et de basculer d'un modèle économique basé sur l'agriculture vers un modèle économique basé sur une industrie exportatrice à forte valeur ajoutée. Lamdieux, est-ce que ça suffit, Amine Diori, pour les PME marocaines? Est-ce qu'il ne faut pas imaginer d'autres structures? Est-ce qu'il ne faut pas imaginer davantage la CGM en pointe en matière d'intelligence économique ou même des regroupements au sein de PME peut-être pour justement partir davantage à la conquête de l'Afrique? Alors en termes d'institutions, je pense que l'AMDI c'est très bien. Maintenant, c'est pas une question d'institution, c'est plutôt une question d'objectifs. Par exemple, je citerai les chiffres de programme de Maroc Export. Aujourd'hui, l'objectif c'est quoi? C'est d'aider à une centaine d'entreprises marocaines à exporter. 100 dans l'absolu, c'est pas mal, mais pour moi c'est un chiffre qui est très faible. On devrait avoir cette ambition de pousser beaucoup plus d'entreprises, de PME d'une certaine taille, à aller justement exporter, notamment vers l'Afrique. Maintenant, en ce qui concerne la PME aujourd'hui, il faut dire une chose aussi, c'est qu'elle bénéficie d'un travail qui a été fait bien en amont, qui est le travail fait par les banques, par les assurances, par certains secteurs qui aujourd'hui sont bien présents et qui justement ces secteurs font l'objet font un travail intéressant d'intelligence économique, c'est-à-dire qu'ils se constituent des réseaux, qu'ils connaissent parfaitement le terrain. Donc tout ça fait que les banques, par exemple, pourront accompagner beaucoup mieux les PME qui voudront aller vers d'autres pays africains. La suite des décodeurs atlantiques ce matin, toujours avec Mehdi El Fakir. Rebonjour. Rebonjour. Économiste et consultant en stratégie et risque management. Amine Diori également avec nous ce matin. Rebonjour. Rebonjour. Responsable PME chez Inforisque. On parle avec vous de quels sont les défis pour les entreprises marocaines, pour les PME principalement, à 3 jours maintenant de l'intégration en principe du Maroc à la CEDEAO. Quels sont les défis à venir en matière d'intelligence économique, notamment? Amine Diori, vous nous disiez qu'effectivement il y a des grandes entreprises marocaines qui ont ouvert la porte africaines, notamment les banques, les assurances ou encore des entreprises dans le BTP. Oui. Il faut qu'elles ouvrent davantage leurs portes justement aux PME marocaines en matière d'accès aux données. Et vous avez posé le point essentiel. L'intelligence économique, ça repose sur une donnée, ça repose sur l'information qui est la donnée essentielle. Donc ça sert à quoi? Ça sert à identifier de nouveaux partenaires, de nouveaux débouchés, identifier des marchés, surveiller la concurrence. Tout ça, les banques aujourd'hui ont déjà commencé à tâter le terrain, et c'est des informations précieuses qu'elles pourront ensuite communiquer aux PME. En plus, évidemment, du financement, qui ça est évidemment une donnée primordiale, mais ce qui est important, c'est l'information, et cette information, les banques aujourd'hui, elles les ont. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer, Mehdi El Fakir, des structures communes entre les banques marocaines qui sont implantées en Afrique pour donner des données peut-être à des PME marocaines? Oui, effectivement. Maintenant, s'il y aurait des contraintes sur le plan légal et réglementaire, du moment que l'accès à l'information est réglementaire dans chacun et pour chacun des pays, mais aujourd'hui, j'estime que les banques, comme l'a si bien dit Emile, ils ont un retour sur expérience. Ils ont un vécu dans ces pays pour vraiment encourager et surtout orienter et mieux orienter les investisseurs marocains. Aujourd'hui, il ne faut pas oublier qu'une bonne partie des investisseurs recourent aux filiales des banques marocaines pour financement, mais surtout pour demander du conseil. Et aujourd'hui, c'est une mine d'or. Et aujourd'hui, même les banques marocaines sont consultées même par les instances de régulation. Ils ont déjà un positionnement particulier parce qu'ils ont su s'imposer. Ils sont des vrais acteurs dans le développement de ces pays. Je suis entièrement d'accord. Maintenant, c'est une question de forme. La forme de cette information, l'accès à quel type d'information on va y accéder, et surtout, j'estime que pour ces banques et pour leurs filiales, c'est une question aujourd'hui de développement également. Ils ne vont pas hésiter à accompagner l'entreprise marocaine, la compagnie marocaine, dans la mesure où cette dernière présente un potentiel, et cette dernière est la mieux placée pour investir, compte tenu bien sûr du poids et du positionnement que le Maroc a choisi. Amine Diori. J'ajouterai une chose aussi, les banques aujourd'hui ont quasiment toutes des portails destinés aux exportateurs où justement, quand on va dessus, on trouve des informations très intéressantes,
présente des fiches pays, la réglementation locale, etc. On trouve quelques données financières. Donc déjà, on a déjà un accès, les PME ont déjà accès à un certain nombre d'informations. Autre chose, il y a beaucoup de séminaires justement. La semaine dernière, il y avait une conférence très intéressante sur l'intelligence économique en Afrique, où justement il était question de débattre sur quels sont les retours d'expérience aujourd'hui de pays africains en matière d'intelligence économique. Donc il y a également une plateforme qui existe, qui est Afrique.es, qui est une plateforme qui donne justement, qui est spécialisée dans l'intelligence économique et qui donne aussi pas mal d'informations aux PME marocaines. Donc aujourd'hui, il y a pas mal de choses, pas mal de plateformes, pas mal de projets qui se structurent autour de l'intelligence économique et tout ce qui est surveillance des cibles et qui permettent d'accompagner les entreprises. Je voudrais qu'on termine sur le rôle de la CGEM. Comment vous l'évaluez en matière d'intelligence économique pour les PME? Est-ce qu'il est assez efficace? C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de questions qui sont posées, Mehdi El Fakir, sur les groupements d'intérêt économique conjoints qu'a créé la CGEM et le Maroc, avec notamment le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, le rôle d'une représentation de l'entreprise marocaine est primordial. Maintenant, ce qui est demandé, c'est, au-delà bien sûr du caractère institutionnel, du jumelage, c'est de faire encore du lobbying, encore du corporatif, pour que les entreprises marocaines puissent s'installer. Et aujourd'hui, la CGEM doit représenter l'ensemble du tissu entrepreneurial marocain. Il ne faut plus qu'on se dise que la CGEM, c'est surtout les entreprises d'une certaine taille. Loin de là, effectivement, il y a un excellent travail sur le plan diplomatie économique qui se fait actuellement, mais il faut y aller de l'avant en mettant en place des structures permanentes en matière d'accompagnement, en matière de suivi de ces investisseurs. Ce n'est pas uniquement le travail de l'exécutif et de l'État, mais également le travail de l'entrepreneur, c'est-à-dire de la force vive que représente la CGEM, qui doit encore améliorer son déploiement au niveau de l'Afrique. Bilan 2017 pour le Maroc en Afrique, vous voyez, diplomatie économique, retour au sein de l'Union africaine, adhésion en principe donc à la CEDEAO, et puis cette poignée de main qui fera date, Jacob Zuma et le roi Mohamed VI, avec une réouverture des ambassades conjointes entre le Maroc et l'Afrique du Sud. Ça sera la prochaine étape, l'Afrique du Sud, justement. Il faut que dès maintenant qu'on imagine des structures pour attirer davantage de grandes entreprises et de PME marocaines sur cette partie du continent, Amine Diouri. Alors effectivement, l'Afrique du Sud, indépendamment des aspects politiques, puisque l'Afrique du Sud était un pays opposé à un moment donné au Maroc, sur la question du Sahara, mais sur les aspects économiques, je citerai une étude qui est sortie il y a 2 jours, qui dit que aujourd'hui sur les 30 grands groupes africains mondiaux de taille mondiale, aujourd'hui 25 sont sud-africaines et seulement 2 marocaines. Oui, dont l'OCDE. Voilà, et donc l'objectif, à un moment donné, c'est de réussir à se confronter face à ces mastodontes sud-africains, et à un moment donné, on va rentrer en confrontation avec ces mastodontes. Donc, on est plutôt sur le plan économique, on est plutôt opposé que partenaire. Aujourd'hui, le Maroc a marqué plusieurs pas durant l'exercice 2017. Effectivement, pour la relation avec l'Afrique du Sud, c'est une relation qui est stratégique. Parce qu'au-delà du caractère du volet géostratégique, parce que l'Afrique du Sud, il faut en faire un allié plutôt qu'un ennemi ou qu'un concurrent. Maintenant, il faut traduire cette volonté diplomatique affichée récemment par les 2 chefs d'État par des actions concrètes. Là, il y a le rôle, bien sûr, de l'entreprise marocaine et de l'entreprise sud-africaine. Je sais qu'il y a vraiment des pourparlers, des discussions dans ce sens-là, mais j'estime personnellement que le Maroc aujourd'hui, il a bien compris que pour réussir sur le plan politique en matière de relations internationales, il faut passer par l'économique. Donc l'économique a toujours primé, il a permis au Maroc de réaliser énormément de gains, énormément d'avancées sur le plan politique, sur le plan diplomatique, grâce à l'action de l'entreprise marocaine et grâce à l'action des opérateurs économiques privés marocains. Nous gagnerons énormément en termes d'expertise et de montée en puissance et en compétence sur le plan africain en s'alliant aux Africains du Sud. C'est une économie qui est très particulière, qui a un avantage énorme sur le plan concurrentiel et que aujourd'hui elle-même se retrouve entre parenthèses par la force des choses à l'écart et en marge d'un marché marocain qui est prometteur. Et aujourd'hui, les Marocains avec les Africains du Sud, c'est vraiment des concurrents dans les pays d'accueil plutôt qu'autre chose, plutôt que des partenaires. Dans un instant, nous allons voir comment renforcer le secteur privé au Maroc. Il faut déverrouiller les entraves à l'investissement dans les secteurs comme la santé ou l'éducation. C'est le message porté par la Banque européenne d'investissement. Alors, que faire? Quelles conséquences? Quelles opportunités saisir? On en parle juste après la séance coup de gueule, coup de cœur. Coup de cœur, coup de gueule. Amine
Diori, coup de gueule, coup de cœur, qu'est-ce que vous nous avez choisi aujourd'hui? Alors c'est un coup de cœur et c'est en lien direct avec ce dont on vient de parler, c'est-à-dire l'intelligence économique. J'ai parlé de l'étude de Mazars, 130 entreprises interrogées, 92% qui souhaitent exporter vers l'Afrique. Aujourd'hui, on sait qu'il y a une grosse lacune en matière d'information, notamment sur le financement bancaire vers l'Afrique. Et je voulais saluer le gros travail qui a été fait par la CGEM et Mazars, justement dans la publication d'un guide des produits financiers vers l'Afrique et qui va justement aider les PME marocaines avec les bons produits financiers pour financer leur développement international. Mehdi El Fakir. Alors aujourd'hui, bien sûr, c'est un coup de gueule concernant les dernières pluies qui ont encore une fois démontré jusqu'à quel point, dans certains cas et dans certaines régions, nos infrastructures sont encore très très fragiles, ils sont très mal pensés. Je souhaiterais bien que Dieu merci, nous remercions Dieu pour ces pluies parce qu'ils sont tant nécessaire pour nous, sur le plan économique et aussi pour les citoyens et pour les agriculteurs notamment. Mais il faut absolument que nous puissions en tirer les enseignements chaque fois. Coupure de route, j'ai rien contre, mais il faut absolument anticiper également des effondrements par-ci, des effondrements par-là, des accidents, des points noirs. Alors aujourd'hui, il faut halte à cette manière de regarder comme si c'est vraiment quelque chose comme des faits divers. Il faut absolument que l'exécutif se penche sur et puisse pointer du doigt les zones au niveau rural comme au niveau urbain, où il y a vraiment un problème suite à des précipitations pour qu'elle puisse le corriger et orienter l'effort et l'investissement public en la matière. Une question de gouvernance locale. 9h47 sur Atlantique Radio, place à notre deuxième sujet dans les décodeurs Atlantique. Toujours avec Amine Diori, responsable PME chez Inforisque, et Mehdi El Fakir, économiste, consultant en stratégie et risque management. Il faut, messieurs, déverrouiller les entraves à l'investissement dans les secteurs comme la santé ou l'éducation au Maroc pour que le privé fasse davantage sa place. C'est en gros le message porté par la Banque européenne d'investissement lors du forum sur le développement du secteur privé au Maroc qui s'est tenu la semaine dernière. La BAM, Banque Al-Maghrib et la CGEM y participaient. 4 secteurs dont l'État doit se désengager, la santé, l'éducation, mais aussi le transport et l'énergie. C'est ce que nous dit la BEI. Pourquoi, Mehdi El Fakir ? Tout d'abord parce que c'est des secteurs, pour deux principales raisons. Tout d'abord, c'est des secteurs qui sont à forte valeur ajoutée, potentiellement représentent un intérêt énorme sur le plan économique et que le privé gagnerait à s'y investir pour qu'il puisse vraiment, tout simplement, développer un tissu entrepreneurial particulier. Mais également, et surtout le plus important, c'est pour alléger la pression financière sur l'État, pour que l'État puisse, s'il aurait à investir, concentrer et réorienter ses investissements et son effort financier pour les couches plus nécessiteuses. En d'autres termes, nous sommes en train de reconnaître ici qu'il y a un marché commercial potentiellement intéressant et que ce marché-là devrait être développé et le Maroc doit profiter de l'avantage démographique qu'il connaît actuellement parce que bientôt ça va plus être le cas, donc c'est une question de quelques années. Donc et puis aujourd'hui c'est bien sûr sur le plan purement économique ça ne pourrait être que bénéfique et l'État continuera certainement à jouer son rôle, c'est un peu partout dans le monde, mais le plus judicieux c'est d'orienter cet effort financier vers les couches plus nécessiteuses du moment qu'il y a une couche ou une partie de la population qui serait capable tout simplement de payer les soins. Mais il faut davantage libéraliser notamment un secteur comme l'énergie, le transport. Vous savez que notamment le secteur de l'énergie, il y a eu très peu d'initiatives et quand il y a eu des initiatives en matière privée, elles ont parfois fait flop dû à des pressions parfois de l'État qui a voulu préférer la politique de l'ONE. Non mais attention, aujourd'hui il y aurait des investissements qui sont très lourds, qui sont dignes de projets d'État plutôt que de projets de secteur privé. Je parle notamment du secteur de l'électricité, de la production électrique. Ce n'est pas aussi évident de chercher des investisseurs privés qui seraient intéressés, compte tenu tout d'abord de l'état des infrastructures, compte tenu de plusieurs considérations, et puis sur le fait que nous parlons aussi d'un secteur réglementé, où le prix est réglementé, et il y a aussi l'intervention de l'État à travers la caisse de compensation, pour réguler, pour subventionner. Donc c'est des secteurs qui ne devraient pas autant intéressé du moment qu'il y a plusieurs contraintes. Le circuit administratif il est très lourd, le circuit pour l'obtention des agréments il est très contraignant, il est aussi très très lourd, donc c'est tout à fait normal. Donc ce que demande aujourd'hui, et je crois que le bal a été ouvert à travers l'amendement de la loi qui autorise des personnes privées qui ne sont pas des médecins à investir dans la santé. Donc le bal est ouvert. Donc c'est surtout dans ce sens et dans cet état d'esprit. C'est
pas parce que c'est des projets qui ne sont pas rentables, c'est parce que parfois c'est des projets d'une certaine envergure qui sont très lourds pour un pays tel que le nôtre, que ça ne pourrait pas être aussi plutôt rentable. Et puis aussi parce qu'on a parfois des secteurs comme l'éducation ou la santé qui ont stagné et qui se sont enfoncés. On voit le niveau de l'enseignement public aujourd'hui. Le Maroc est au même niveau que le Yémen ou l'Irak, avec des syndicats qui sont puissants et qui refusent parfois des réformes, à mine du riz. Alors justement, la question de l'éducation, elle est pour moi paradoxale, parce que on parle de libéraliser, mais pour moi aujourd'hui le secteur de l'éducation, il est plutôt, on est déjà dans une privatisation bien avancée, c'est-à-dire qu'aujourd'hui l'école privée, j'ai fait une étude là-dessus et je peux parler. Vous avez hier matin un invité du Grand Morning à 7h50 justement sur les écoles privées, le business très rentable des écoles privées. Donc aujourd'hui on peut dire que c'est un business, que aujourd'hui le privé est largement investi, qu'il y a de plus en plus de création d'entreprises dans les écoles privées, très peu de défaillances, c'est un secteur rentable. Donc aujourd'hui on est déjà, aujourd'hui vous êtes parent, vous avez un enfant à placer, vous le mettez dans une école privée, vous le mettez pas dans l'école publique, pour peu que vous ayez un tout petit peu de moyens. Donc aujourd'hui c'est un secteur qui est largement libéralisé. La santé, ça commence un peu à bouger, Mehdi El Fakir. Il va falloir davantage faire des efforts dans ce sens de la libéralisation, même s'il y a encore des oppositions assez fortes de la part de syndicats. Bon, oui, mais la libéralisation a d'ores et déjà été entamée, donc les textes ont été amendés de façon à permettre à des investisseurs privés. Aujourd'hui, nous assistons à un contexte un peu particulier en matière de services de santé. C'est les hôpitaux privés d'une certaine taille, c'est plus la clinique de taille moyenne. Donc, cette privatisation est en cours. Je comprends les soucis des professionnels, mais c'est un débat consensuel entre les deux. C'est-à-dire aujourd'hui, il est estimé qu'un professionnel ne va pas développer assez son champ d'intervention que par rapport vraiment à un investisseur qui serait plus motivé. Donc l'amélioration des conditions, attention, c'est aussi bénéfique sur le plan économique à long terme, parce que le Maroc devrait être, comme c'est le cas pour la Jordanie par exemple, une destination pour se soigner. C'est déjà le cas aujourd'hui, on commence à voir. Donc aujourd'hui, ça ne pourrait être que bénéfique sur le plan économique, et je sais personnellement que les précautions auraient été prises au niveau des textes qui ont été amendés de façon à permettre à l'État de garder un œil. Alors, je voudrais vous donner quelques chiffres d'un graphe de l'économiste qui est paru hier, justement, sur le grand écart entre intention et création d'entreprises entre différents pays de la région. Au Maroc, on est à peine 4 voire 5% de taux d'activité entrepreneuriale pour environ 38% de tentatives de création d'entreprises. C'est le plus grand écart de la région comparé à la Tunisie, l'Iran, l'Égypte ou le Liban. Par exemple, on va aller en Tunisie. En Tunisie, on est à 10% de taux d'activité entrepreneuriale et à peine 30% de tentatives de création d'entreprises. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une mainmise de l'État qui a du mal à se désengager justement de secteurs clés. Amine Diouri? Par rapport aux chiffres que vous citez, le fait qu'il y ait finalement peu de création par rapport aux intentions, je dirais simplement que aujourd'hui, l'État a tout fait pour favoriser justement cette création d'entreprise, ne serait-ce que par la mise en place de le statut de l'auto-entrepreneur, par les incitations fiscales qui sont proposées dans la loi de finances, etc. Maintenant, s'il y a des craintes, c'est, je pense, au niveau du financement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces entrepreneurs, ils voient que derrière, s'ils créent, ils auront beaucoup de mal à financer leur activité, notamment leurs besoins en fonds de roulement. Donc peut-être que l'aspect financement est un frein aujourd'hui à la création. Ça peut expliquer ce chiffre. Mehdi El Fakir? Moi, je pense personnellement que il y a plusieurs facteurs qui handicapent. Ce n'est pas uniquement l'État. Il y a parfois peut-être le contexte économique qui n'est pas parfois favorable. Il y a un problème aussi de culture et d'instruction. Parfois, les entrepreneurs ne savent pas, ils n'ont pas vraiment une idée précise sur leur projet. Donc, il y a pas mal de considérations. Je ne peux pas aujourd'hui dire que c'est à cause de l'État, c'est à cause du l'action de l'État. Loin de là. À mon avis, c'est un phénomène qui est un tout petit peu plus complexe. Il faut pas l'analyser de l'angle administratif, interventionnisme de l'État, mais c'est surtout une problématique d'ordre global. Il ne faut pas oublier que l'entreprise, ce n'est pas une simple procédure administrative, c'est un état d'esprit. Libéraliser davantage le secteur de l'éducation, de la santé, du transport, de l'énergie, quelles opportunités, Amine Diouri?
Les opportunités, elles sont grandes pour les secteurs de l'éducation. Il y a quand même aujourd'hui un taux de rentabilité qui est relativement important, puisqu'on parle de taux qui sont compris entre 5 et 10% annuellement. Donc les opportunités, elles sont là. Maintenant, je veux dire, la BU a aussi soulevé d'autres freins, notamment Mehdi en parlait à l'instant, la question du climat des affaires, qui est aussi primordial justement pour casser tous ces freins qui enclavent aujourd'hui le secteur privé. Stagnation du Maroc, on le rappelle, au niveau du classement de Business. Effectivement, aujourd'hui la problématique elle est où ? On voit que en termes d'investissement public, l'État fait déjà le maximum. C'est un des pays qui investit le plus en matière d'infrastructures publiques. Le taux d'investissement sur le PIB représente presque 32%, un des plus élevés au monde. Et pourtant, le retour sur investissement, si j'ai envie de dire, le taux de croissance du PIB ne suit pas. Donc maintenant, l'État ne peut plus rien faire à ce niveau-là. Il faut donc que le secteur privé prenne la relève. Et pour ça, il faut effectivement penser à des incitations. La loi de finances, elle est là. Justement, il y a un certain nombre de propositions qui sont posées sur la table pour justement inciter les entreprises à investir, à innover. On parle de crédit d'impôt, on parle de remettre sur la table une provision sur investissement, on parle de crédit impôt recherche. Donc voilà, beaucoup d'idées sont sur la table justement pour pousser les entreprises à davantage investir. Donc c'est des points de PIB en plus, et c'est aussi des changements de mindset, de mentalité au sein même de secteurs comme l'éducation ou la santé qui peut être porté par le privé, Mehdi El Fakir ? Absolument, il faut aujourd'hui qu'on arrête et qu'on coupe avec cette vision entrepreneuriale de rente. Malheureusement, certaines affaires tournent à des affaires rentières, où il y a cette logique maudite de la rente qu'il faut bannir. Aujourd'hui, bien sûr, libéraliser, c'est surtout permettre à du capital privé intelligent, à du capital privé qui est moderne, de restructurer un petit peu la filière, restructurer ces métiers-là pour qu'ils soient certes plus rentables sur le plan commercial, mais c'est surtout pour améliorer et contribue vraiment à cette montée en compétences, parce qu'aujourd'hui même les secteurs privés dont ces deux secteurs qui sont l'enseignement et la santé, malheureusement, n'a pas joué vraiment son rôle pour améliorer, pour développer, pour, je dirais, un petit peu révolutionner ce secteur. Il est temps de passer à une autre copie. Je crois que c'est un petit peu la volonté du gouvernement à travers cette libéralisation. Mais aujourd'hui, j'estime personnellement que sur l'ensemble de ces secteurs, l'État est en train de lever la main. Il y a déjà un secteur privé, mais de quel secteur privé on parle ? C'est la grande question qu'il faudrait poser. Merci beaucoup, messieurs. Mehdi El Fakir, économiste, consultant en stratégie et risque management. Amine Duri, responsable PME chez Inforisque. À très bientôt. Vous restez avec nous dans quelques instants. Les Experts Atlantiques, votre émission citoyenne à 10h10 avec Faisal Tadlaoui. À 10h, le point info en langue arabe avec Morad Baba. Excellente matinée à toutes et à tous.